Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La directrice raciste pensait humilier un employé noir sans conséquence, mais l'a amèrement regretté. Dans les tours brillantes de Manhattan, là où les gratte-ciel dessinent un horizon de verre, d'acier et d'ambition, se trouvait le siège de Baldwin et Chase Consulting. Le cabinet occupait les derniers étages d'un immeuble ultramoderne, un monolithe de verre teinté qui dominait le quartier financier comme une forteresse d'intellect et de pouvoir. Au 45e étage, les baies vitrées offraient une vue imprenable sur l'Hudson River, et les couloirs baignés de lumière naturelle ressemblaient davantage à ceux d'une galerie d'art contemporain qu'à un lieu de travail. Baldwin et Chase, fondé dans les années 1980 par deux génies de la finance de Wall Street, avait bâti sa réputation sur la stratégie agressive et la restructuration de grandes entreprises américaines. Au fil des années, le cabinet était devenu synonyme de prestige et d'élitisme. Ses campagnes de communication mettaient en avant des valeurs d'inclusion, de diversité et de méritocratie. On y voyait des femmes en tailleur, des hommes en fauteuil roulant, des minorités ethniques souriantes, toujours un café à la main, toujours en pleine conversation dans un open space lumineux. Mais ces images n'étaient qu'un vernis, soigneusement entretenu pour rassurer les actionnaires, séduire les jeunes diplômés et répondre aux exigences croissantes des médias et du public. La réalité, elle, était bien différente. Un monde feutré mais brutal, où les codes étaient dictés par une élite invisible, majoritairement blanche, issue des grandes universités de la Ivy League, et où l'ascension professionnelle tenait plus à la connivence qu'au talent. Au cœur de ce système, Derrick Lawson, 39 ans, analyste senior, évoluait avec une constance presque stoïque. Grand, large d'épaules, toujours vêtu de costumes sobres mais impeccables, Derrick avait cette présence tranquille de ceux qui n'ont plus besoin de prouver leur valeur. Originaire de Newark, New Jersey, il avait gravi les échelons à force de persévérance, souvent dans l'ombre, rarement sous les projecteurs. Fils d'un conducteur de train et d'une institutrice, il avait étudié à Rutgers puis obtenu un master à NYU Stern, deux établissements prestigieux mais encore trop souvent méprisés par les élites d'Harvard et de Yale qui peuplaient les étages supérieurs de Baldwin et Chase. Derrick ne parlait jamais de lui. Il ne faisait pas de bruit. Il préférait écouter. Il absorbait les données comme une éponge, analysait les situations avec une clarté clinique et anticipait les besoins des clients avec une précision presque troublante. Son bureau, toujours rangé, était souvent le dernier éclairé le soir. Il relisait les dossiers des autres, corrigeait les erreurs discrètement, sans chercher à en tirer crédit. Plusieurs fois, des clients avaient directement demandé à travailler avec lui après l'avoir entendu parler lors de simples appels techniques. Mais ces demandes étaient souvent redirigées vers d'autres consultants plus présentables. Car malgré ses états de service irréprochables, Derrick restait invisibilisé. Les projets les plus prestigieux lui échappaient toujours au dernier moment, et les promotions semblaient s'éloigner comme des mirages à chaque entretien annuel. Il avait appris à ne plus poser de questions, à encaisser avec calme, même si, certains soirs, seul dans le métro qui le ramenait à Brooklyn, il sentait une fatigue plus profonde que celle du travail, celle de devoir sans cesse prouver qu'il mérite sa place. Puis, un matin d'hiver, l'équilibre fragile de l'étage fut bouleversé. Le conseil d'administration annonça la nomination d'une nouvelle directrice régionale chargée de superviser toutes les branches de la côte est, Victoria Hale. Son nom circulait déjà dans les couloirs avant même son arrivée. Elle venait de Boston, diplômée d'Harvard avec mention summa cum laude, ancienne de MC Kinsey, passée par la Silicon Valley. Ses photos la montraient aux côtés de dirigeants influents. Des interviews d'elle circulaient sur LinkedIn, où elle parlait de leadership féminin, d'excellence et de disruption. Mais dès son premier jour, Victoria inspira la crainte plus que l'admiration. Elle marchait vite, ne souriait jamais sans calcul, et parlait avec ce ton tranchant des gens qui ne tolèrent pas l'imperfection. Blonde, mince, la quarantaine maîtrisée, elle portait des tailleurs sobres et des talons aiguilles qui claquaient sur le sol comme des verdicts. En quelques jours, elle imposa sa vision, efficacité, élitisme, performance brute. Elle réorganisa les équipes, congédia plusieurs managers, fixa des objectifs drastiques et installa une culture de compétition permanente. Mais sous cette façade de rigueur, une autre vérité émergea. Victoria semblait afficher un mépris subtil, mais constant, envers certains employés. Pas ouvertement. Jamais frontalement. C'était dans les silences, les regards, les exclusions accidentelles des courriels, les félicitations toujours adressées au même visage et l'indifférence polie envers les autres. Et avec Derrick, ce mépris prit une forme plus manifeste, plus ciblée.
Elle commença par l'ignorer ostensiblement en réunion, ne répondant pas à ses suggestions, ou, pire, les reformulant 5 minutes plus tard comme si elles venaient d'elle. Elle lui retirait des tâches qu'il avait menées pendant des mois pour les confier à des collègues plus jeunes, moins compétents mais plus dynamiques, entendez, plus blancs. Un jour, elle lança, devant toute l'équipe. Il faut qu'on arrête de promouvoir les gens justes pour diversifier nos équipes, vous ne trouvez pas? L'entreprise ne peut pas être une œuvre caritative. Le silence fut glacial. Certains baissèrent les yeux. D'autres esquissèrent un sourire nerveux. Derrick, Louis, resta immobile. Il ne répondit pas. Il avait l'habitude des remarques codées, des agressions voilées dans les mots choisis. Mais la goutte d'eau arriva lors d'un projet stratégique majeur, impliquant un client texan milliardaire du secteur de l'énergie. Derrick avait travaillé dessus pendant 6 semaines. Il connaissait chaque donnée, chaque détail du marché. Tout le monde dans l'équipe savait qu'il était le mieux placé pour diriger la présentation. La veille de la réunion avec le client, Victoria entra dans la salle de conférence et déclara, sans même regarder Derrick. « Finalement, je vais confier la présentation à Andrew. Je préfère quelqu'un avec plus de présence. » Un silence épais tomba sur la salle. Andrew, jeune diplômé de Yale, rougit jusqu'aux oreilles. Il jeta un regard gêné à Derrick, qui ne bougea pas. Pas un mot. Pas un froncement de sourcils. Juste ce silence pesant, celui des hommes qui en ont trop vu pour gaspiller leur souffle. Mais ce que Victoria ignorait, c'est que l'orage silencieux qu'elle venait de provoquer finirait par la balayer elle-même. 2 semaines plus tard, l'effervescence régnait dans les bureaux de Baldwin et Chase. Une réunion stratégique d'une ampleur exceptionnelle devait se tenir au sommet du gratte-ciel. Tous les investisseurs majeurs, les partenaires institutionnels, ainsi que plusieurs membres influents du siège new-yorkais avaient fait le déplacement. Le genre de réunion qui pouvait redéfinir des carrières ou les briser. Victoria Hale, fidèle à elle-même, avait tout orchestré au millimètre près. Slides, chiffres, storytelling calibré. Elle comptait bien asseoir son autorité et prouver que la côte était entre de bonnes mains, les siennes. Elle avait soigneusement écarté Derrick de la préparation, ne lui confiant qu'un rôle administratif mineur, presque invisible. Mais à peine la réunion avait-elle commencé qu'un bug informatique inattendu fit basculer la situation. Le fichier principal ne se chargeait pas. L'écran projetait un message d'erreur froid et impitoyable. Victoria, pourtant si sûre d'elle, perdit un instant sa superbe. Son visage, d'ordinaire si figé, se crispa légèrement. Elle tenta de gagner du temps, plaisanta maladroitement, mais l'impatience gagnait les rangs. « Est-ce que quelqu'un peut accéder aux données ?» lança-t-elle avec une nervosité à peine dissimulée. Un silence gênante se installa. Puis, d'une voix calme, posée, presque douce, Derrick se leva. « J'ai anticipé cette possibilité. J'ai une copie complète sur un support sécurisé. Si vous voulez, je peux la projeter. » Victoria tourna lentement la tête vers lui, comme si elle découvrait sa présence pour la première fois de la journée. Son regard était glacial, méprisant. « Non merci. » On va éviter les improvisations. Mais les regards se tournaient vers elle avec une exigence croissante. Des murmures s'élevaient. Les investisseurs échangeaient des signes d'agacement. 1 minute de plus, et la réunion virerait au désastre. Sous pression, Victoria capitula à contre-cœur. « Très bien. Montrez-nous ce que vous avez. Mais soyez concis. » Derrick connecta calmement son appareil. À l'écran apparut une présentation d'une clarté impeccable. Graphique dynamique, projection de données rigoureuses, points clés limpides. Mais au-delà de la forme, c'est le fond qui frappa. Une vision stratégique d'une rare lucidité, anticipant les tendances du marché avec une précision presque chirurgicale. Les mots de Derrick étaient mesurés, précis, portés par une assurance discrète mais implacable. Il n'essayait pas d'impressionner. Il disait simplement la vérité avec maîtrise. Quand il eut terminé, un silence respectueux suivit, puis une salve d'applaudissements éclata. Même les représentants les plus austères hochèrent la tête d'un air approbateur. L'un des plus anciens investisseurs, un Texan à l'allure sobre mais influente, leva la main. Une question. Pourquoi cet homme n'est-il pas à la tête de cette équipe? Dans la salle, les visages se tournèrent vers Victoria. Ellie Blamey. Juste un instant. Puis elle força un sourire figé. La réunion se poursuivit,
Mais l'atmosphère avait changé. Quelque chose s'était déplacé. Un vernis venait de craquer. Quelques heures plus tard, dans l'ombre d'un bureau capitonné, Victoria convoqua Derrick. Sa voix, d'abord faussement posée, prit très vite un ton amer. « Vous vous croyez malin ? Vous pensez quoi ? Que vous m'avez ridiculisé. Ce n'était pas votre moment. Ce n'est pas à vous de voler la vedette. Vous êtes ici parce qu'on a des quotas à remplir, pas pour briller. » Elle se leva, les poings serrés. « Si vous croyez que ce petit numéro va changer quelque chose. » Ce qu'elle ignorait, c'est que la conversation, comme toutes celles menées dans les bureaux exécutifs et les salles de réunion, était automatiquement enregistrée par un système de sécurité de l'entreprise. Une mesure instaurée après plusieurs scandales internes passés. Et cette fois, le système n'avait rien manqué. Le lendemain matin, Derrick reçut une convocation inhabituelle. Une rencontre privée avec Jonathan Chase, le cofondateur du cabinet, rarement visible en dehors du siège principal. Dans un salon discret du 48e étage, décoré de cuir et de bois foncé, Chase l'attendait seul. Il ne prit pas la peine de faire de longs détours. « Depuis combien de temps endurez-vous cela ?» Derrick soutint son regard, sans colère, sans haine. Juste une clarté tranquille. Assez longtemps pour savoir que le silence n'est pas toujours une faiblesse. Jonathan Chase acquiesce calentement. Il savait déjà. Il avait écouté l'enregistrement. Et au fond de lui, il savait que ce moment serait décisif, non seulement pour Derrick, mais pour l'âme même de son entreprise. 3 jours plus tard, une réunion d'urgence fut convoquée par le siège. Un climat de tension inhabituel régnait dans les étages supérieurs de Baldwin et Chase. Les directeurs régionaux, venus des 4 coins du pays, s'étaient réunis dans l'amphithéâtre central du siège new-yorkais. Certains chuchotaient, d'autres consultaient nerveusement leur téléphone. Le courriel de convocation, bref et inhabituellement direct, laissait présager un événement d'importance. Mais nul ne devinait vraiment ce qui les attendait. Victoria, droite sur sa chaise, feignait une assurance froide. Elle avait entendu des rumeurs, mais refusait de croire que l'entreprise oserait l'exposer publiquement. Elle avait toujours été protégée, crue, respectée du moins en surface. Elle jeta un rapide regard à Derrick, assis quelques rangs plus loin. Son visage était calme, impassible. Trop calme, peut-être. Puis les lumières s'éteignirent. Sur l'écran géant apparut une vidéo. Un extrait audio clair. Les mots étaient précis, tranchants. C'était sa propre voix. « Vous êtes ici parce qu'on a des quotas à remplir, pas pour briller. » Un silence glacial se abattit sur la salle. D'autres extraits suivirent. Témoignages, échanges de mets, enregistrements subtils fournis par plusieurs collègues, certains anonymes, d'autres qui avaient enfin trouvé le courage de parler. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était une mise en lumière. Un faisceau dirigé sur des années de mépris, de sabotage silencieux, d'humiliation déguisée. Victoria pâlit. Son masque de contrôle se fissura. Elle tenta de se redresser, leva la main pour protester, cherchant à reprendre la parole. Cette attaque est hors contexte. C'est une cabale, une manipulation. Ce n'est pas juste. Mais personne ne l'écoutait. Le président Jonathan Chase se leva lentement, posa ses lunettes sur la table et déclara d'une voix ferme. Ce n'est pas une cabale, Victoria. Ce sont des faits. Et la justice, ici comme ailleurs, commence par la vérité. Elle fut immédiatement mise à pied, escortée hors de la salle sans cérémonie. Quelques jours plus tard, son licenciement pour faute grave fut officialisé. L'affaire fut transmise à la Commission fédérale pour l'égalité au travail. Le message était clair, ce comportement n'aurait plus sa place, quelle que soit la position hiérarchique. Mais ce jour-là, ce n'était pas la chute de Victoria que tout le monde retiendrait. Ce fut l'ascension de Derrick. Le même jour, devant les yeux stupéfaits de nombreux cadres, il fut officiellement nommé directeur exécutif régional. Non pas pour combler un quota, non pas pour calmer les tensions, mais parce que sa compétence, son intégrité et sa résilience avaient su parler plus fort que toutes les barrières dressées contre lui. Le siège entier, du conseil d'administration aux jeunes recrues, lui témoigna un respect nouveau, nourri d'admiration et de reconnaissance. Quelques semaines plus tard, dans un auditorium rempli à craquer, Derrick prononça son premier discours officiel. Il monta sur scène sans faste, vêtu d'un simple costume bleu marine.
Il balaya la salle du regard, croisant les yeux de dizaines de jeunes employés issus de tous horizons, ceux qu'on n'écoutait jamais, ceux qu'on reléguait à l'ombre, ceux qu'on disait chanceux d'être là. Il inspira profondément. Le respect ne s'achète pas, et la dignité ne se mendie pas. Elle se porte. Chaque jour. Même quand elle est ignorée, niée ou piétinée. Un murmure parcourut la salle. Et tôt ou tard, ceux qui croient pouvoir vous humilier en toute impunité découvrent que le vent tourne. Parce que ce n'est pas la colère qui bâtit les fondations d'un monde plus juste. C'est la constance, la rigueur et le calme d'un homme debout. Le silence qui suivit était presque sacré. Puis, une vague d'applaudissements, puissante, sincère, se leva. Certains se levèrent d'instinct. D'autres, émus aux larmes, comprirent que pour la première fois, leur vécu, leur présence, leur valeur étaient visibles. Vraiment visibles. Victoria pensait que Derrick était invisible. Un pion docile. Elle croyait qu'il n'oserait jamais s'élever. Qu'elle pouvait l'écraser discrètement, sans conséquence. Mais elle avait oublié une vérité essentielle. Le calme d'un homme debout vaut mieux que l'arrogance de ceux qui croient être au sommet. Et parfois, celui qu'on tente de reléguer dans l'ombre est en réalité celui qui, silencieusement, tient les fondations de tout un empire.